régionales et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Et avec nous pour ce club, Marc Nobel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec Merci nous. Vous à êtes vous. historien et essayiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Karine Azopardi, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, auteur de ces deux livres qu'on va voir. Ces petits renoncements qui tuent et quand la peur gouverne tout. On va évidemment parler de tout ça. Merci également d'être avec nous. Et à distance, en visio avec nous, Jean-Pierre Sakoun, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Unité Laïque. On va parler avec vous notamment de la montée des actes antisémites, de l'inquiétude de la communauté juive, mais également de l'inquiétude des enseignants sur le respect de la laïcité à l'école. Y a-t-il une importation du conflit du Proche-Orient ou le problème est-il beaucoup plus profond? On va évidemment parler de tous ces sujets. Mathias, hier, les sénateurs ont beaucoup interrogé le gouvernement sur ces questions, notamment sur les leçons à tirer de l'attaque d'Arras. Absolument. On en parlera avec vous, évidemment, dans quelques instants. C'est parti pour ce club. Et avant de vous entendre, on va regarder notre reportage. En France, la communauté juive s'inquiète des conséquences du conflit entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre. Le nombre d'actes antisémites a fortement augmenté dans notre pays. On regarde ce reportage de Samia Dechir. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2015, l'appartement d'Alain est cambriolé pour la deuxième fois en 2 mois. Une histoire qu'il n'ose toujours pas raconter à visage découvert. Nous étions certainement repérés et fichés par des gens extérieurs ou qui habitaient dans l'immeuble. Et ces gens ont donc forcé la porte de notre appartement. Dans la chambre de nos enfants, ils ont inscrit sur les murs au feutre, pas au feutre, mais au rouge à lèvres que ma femme avait laissé sur une étagère, salle juive, vive la Palestine. Donc nous avons compris qu'après ce deuxième cambriolage, qui était un cambriolage ciblé et antisémite, nous n'avions plus notre place, malheureusement, dans la commune de Bondy. Ils vivent désormais à Villemomble, une autre ville de Seine-Saint-Denis qu'ils jugent moins exposée à l'antisémitisme. Mais ils continuent de craindre les conséquences du conflit en cours entre Israël et le Hamas. Lors des différentes guerres qu'il y a eu entre Israël et la bande de Gaza, ou quand il y a eu des intifadas, à chaque fois, le conflit est exporté en France avec toutes les craintes que l'on peut avoir. Et donc, j'ai les plus grandes craintes, effectivement, qu'il y ait une recrudescence à la fois des tags, mais également des attaques physiques. Une crainte partagée par les représentants de la communauté juive en France. Depuis l'attaque terroriste lancée par le Hamas sur Israël le 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a fortement augmenté dans l'Hexagone. D'abord, ce qui est quand même effarant, c'est 20 actes antisémites par jour. C'est-à-dire quasiment 1 par heure. C'est vertigineux. Et pour le moment, la crainte qu'on peut avoir, c'est que ces actes prennent une autre dimension, une dimension beaucoup plus grave. Et on espère que ce ne sera évidemment jamais le cas. Dans les universités, le climat est particulièrement tendu. Jérémy Cohen-Solal est membre de l'Union des étudiants juifs de France. Il vient de participer à une action de collage condamnant l'attaque du Hamas. Il y en a plus de 1000 qui ont été collés. La Dauphine, j'ai pas eu de remontée encore. Il y a eu quoi d'autre? Pas encore. Odéon, elles ont été arrachées directement. Ouais. Depuis l'attaque du 7 octobre, Jérémy dit redoubler de vigilance. Par exemple, le seul endroit à côté de ma fac pour mes pauses déjeuner, en fait, où je peux manger cachère, normalement, c'est le hyper cachère à côté de ma fac, qui est à 10 minutes. Mais maintenant, avec les événements récents, j'évite d'y aller et j'essaie d'avoir plutôt des commandes à récupérer et me poser dans des endroits où je connais bien, où j'ai des amis, où je me sens en sécurité. D'après un sondage mené en septembre, avant les affrontements entre Israël et le Hamas, plus de 9 étudiants juifs sur 10 disaient déjà avoir été confrontés à l'antisémitisme. Marc Nobel, on voit ces témoignages qui sont évidemment poignants. Est-ce que l'inquiétude de la communauté juive de France est très vive aujourd'hui ? L'inquiétude de la communauté juive est très vive depuis l'année 2000 en réalité, pas seulement depuis aujourd'hui. Quoiqu'aujourd'hui nous remarquons, puisque nous disposons d'indicateurs qui ont été donnés par le ministre de l'Intérieur, que 327 actes antisémites ont été comptabilisés depuis 12 jours. C'est considérable, c'est considérable. Pour vous donner un ordre de comparaison,
436 actes avaient été comptabilisés pour l'ensemble de l'année 2022. Et donc, il est tout à fait normal dans ces circonstances que les Juifs de France soient inquiets. Ils le sont, et bien évidemment, je le comprends. Donc, il y a une flambée depuis depuis l'attaque du Hamas. On peut parler de flambée. Bien sûr, il y a une flambée d'antisémitisme, comme je vous l'ai indiqué, en réalité depuis 2000. D'ailleurs, voici un graphique qui va vous le montrer. Ce graphique comptabilise les actes antisémites depuis 2000. 13 091 actes antisémites ont été comptabilisés de 2000 à 2022. Dans les pics, les hauts que vous voyez dans ce graphique... expliquez-nous, parce qu'on ne voit pas bien à quoi correspond, parce qu'il y a beaucoup d'oscillations. Voilà, il y a des bas au niveau des chiffres, des actes, et des hauts. Lorsque nous sommes dans les hauts, vous voyez 2000, 2002, 2004, 2009, 2014, 2017 par exemple, pour ne citer que ces années-là, nous sommes en plein dans un conflit entre Israël et le Hamas, ou Israël et les Palestiniens, et ses répercussions sur le territoire national. Pour vous donner un autre chiffre, pour qu'on comprenne bien ce dont on parle, en 1999, 89 actes avaient été comptabilisés. Nous passons à 744 en 2000. Et encore, s'agit-il de la période du 1er octobre à la fin de l'année 2000. Et tout cela en rapport avec le conflit israélo-palestinien. Donc ça montre qu'il y a clairement une importation de ce conflit. Il y a une importation des passions et des folies autour de ce conflit, mais d'un seul côté. Les Juifs ne vont pas agresser des gens. Il y a eu une manifestation il y a quelques jours. Elle était relativement calme. On peut être contre, on peut être pour, mais elle était calme, ce qui n'a pas été le cas de toutes les manifestations pro-palestiniennes en 2014, en juillet 2014, lorsqu'elles ont eu lieu. Karine Azzopardi, je vous ai vu réagir sur ma question. Oui, parce que ce n'est pas seulement une importation du conflit. D'après moi, la signification de ce qui est en train de se passer est plus large et ne se déroule pas seulement en France. On voit les mêmes phénomènes se produire jusqu'en Australie, où il y a eu quand même une manifestation au cri de gazer les Juifs. On est en 2023, on ne pensait jamais réentendre ce genre de paroles. Et sous l'œil plutôt complaisant de la police australienne, qui n'a pas fait cesser cette manifestation qui a duré de longues minutes. Et donc, pour moi, l'antisémitisme qui se déroule est un pur antisémitisme dans nos pays européens et américains. D'ailleurs, les chiffres sont très clairs, vous les avez rappelés, et ils sont les mêmes pour l'ensemble de l'Europe. Ils sont très préoccupants, et pour les États-Unis, ce qui est une nouveauté. Et c'est un antisémitisme qui est directement lié, à mon sens, à la montée de l'islam, de l'islam politique, de l'islamisme dans nos pays, avec l'importation, pour le coup, d'une version rigoriste de l'islam qui est montée depuis 20 à 30 ans au Moyen-Orient et au Proche-Orient et en Afrique du Nord et qui a traversé la Méditerranée. Vous parlez des pays européens et américains, ça veut dire qu'il n'y a pas une particularité de la France, qui évidemment, il y a une communauté juive très importante en France, mais vous dites le problème n'est pas qu'en France. Non, en Allemagne, c'est exactement la même chose, on l'a vu, en Angleterre, c'est pareil, il y a eu des manifestations monstres, jusqu'en Irlande, il y a eu des soucis, et aux États-Unis, il y a eu des agressions antisémites, même qui n'étaient pas liées au dernier conflit en cours qui ont eu lieu l'année dernière. Marc Nobel, ce n'est pas un problème qui est spécifique à la France? Nous avons peut-être devancé d'autres pays, puisque les actes ici comptabilisés tels que je vous l'ai cité tout à l'heure, tout cela arrive en 2000, dès octobre 2000. Peut-être bien avant d'autres pays. Mais en effet, vous avez raison, cette flambée d'actes antisémites prend dans différents pays. Et en effet, vous avez raison, il faut pointer du doigt l'islamisme là-dessus. Un seul exemple, si vous me permettez. Oui, après, je vous demande juste une petite précision. Qu'est-ce qu'on met derrière les actes antisémites concrètement? Alors, ce que l'on appelle actes antisémites, ce sont deux choses. Ce sont à la fois des menaces qui sont adressées sur Internet, par courrier, oralement et ainsi de suite. Les menaces que l'on a vues à l'écran là tout à l'heure avec votre reportage, mais ce sont également des actions violentes, c'est-à-dire des coups perpétrés contre des individus à la sortie de synagogues par exemple, des lancers de cocktails Molotov contre des synagogues, des tentatives d'incendie, des profanations, des choses extrêmement violentes. Et puisque vous avez parlé de l'islamisme, en effet, il faut le dire, je ne citerai ici qu'un seul exemple. En 2012, je ne veux pas citer son nom, lorsqu'un terroriste est entré à l'intérieur de l'enceinte aux Aratora, de l'établissement scolaire confessionnel aux Aratora à Toulouse, il a massacré
3 enfants, une enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, et le père de 2 d'entre eux. Et il l'a fait, nous disait-il, prétextait-il, au nom de la violence qui est perpétrée contre les enfants palestiniens. Il n'y a aucun parallèle à faire, mais dans sa folie, cet homme a argué de cela, et ce que je veux dire, c'est qu'une enfant de 4 ans a été pointée du pistolet sur sa tête, elle est morte dans un établissement scolaire à Toulouse. C'est vous dire la folie de ces gens en réalité. Vous rappelez justement, Marc Nobel, cette tuerie. Il y a eu malheureusement d'autres événements. Il y a eu Sarah Halimi, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu également l'hypercacher. La communauté juive de France a des traumatismes. Ils sont ravivés par ce qui se passe aujourd'hui. La communauté juive de France n'en peut plus. Autant le dire, vous savez, il faut utiliser les mots qu'il faut. Ce n'est pas une vie que de dépendre comme cela du bon vouloir d'un certain nombre de gens furieux et déchaînés. Ce que la communauté juive, ce dont elle a besoin, c'est de sécurité et de respect. Et pas seulement d'ailleurs la communauté juive, parce que en fait, nos compatriotes sont inquiets, ils ont raison de l'être. Nous avons vu ce qu'il en a été de l'assassinat de cet enseignant à Arras, et je crains fort de ce qu'il pourrait arriver les jours prochains. Et ça, c'est absolument intolérable, intolérable. C'est-à-dire, sur ce qui pourrait arriver, vous pensez que ça peut monter encore, alors, si c'est possible? Vous voyez, regardez, il peut encore y avoir une escalade de la violence. Nous avons eu une attaque à Bruxelles et deux personnes ont été assassinées. Nous avons eu cette attaque à Arras. Un professeur a été assassiné, 3 autres ont été blessés. Donc vous créez une multiplication. Plus les menaces. Et tout ça augure mal de ce qui pourrait se passer les jours prochains. Jean-Pierre Sakoun, je vous fais réagir à tout ce qu'on est en train de dire sur le plateau, et notamment sur l'inquiétude exprimée par Marc Nobel à l'instant. Oui, bonjour. J'interviendrai en tant que laïc et pas en tant que spécialiste du conflit en cours. Je voudrais simplement dire une chose. Faites attention à l'usage permanent du mot communauté. Les Français juifs font partie de la communauté nationale. Les représenter toujours sous le nom de la communauté juive, c'est installer l'idée qu'ils sont à part, et c'est installer l'idée que nous sommes dans une situation dans laquelle on se trouve communauté face à communauté. Non, ce sont des Français de confession, de culture, d'origine juive, et ces Français sont touchés comme tous les autres Français, plus que tous les autres Français. Et il ne faut pas les séparer, il faut au contraire les réintégrer dans la communauté nationale, dans tous nos discours, dans toutes nos paroles, pour rappeler à tous nos concitoyens que c'est nous tous qui sommes touchés et pas simplement les Juifs. Et vous faites bien de le rappeler, effectivement, Jean-Pierre Sakoun. Karine Azopardi. Oui, c'est une expression que j'emploie, c'est que ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux Juifs, c'est le canari dans la mine, ça doit nous alerter, c'est-à-dire que la doctrine islamiste a en son cœur l'antisémitisme est au cœur de sa doctrine. Quand on voit la manière dont les protocoles des sages de Sion sont développés dans l'ensemble, peut-être pas l'ensemble, mais dans de nombreux pays arabes où ça a été décliné donc c'est ce livre complotiste que Hitler avait sur sa table de chevet, c'est aujourd'hui une série qui a été tournée en Égypte et diffusée dans de nombreux pays arabes. Et donc l'antisémitisme est consubstantiel à la montée de cet islam rigoriste, dur, et c'est en cela que l'antisémitisme, c'est un canari dans la mine qui nous concerne absolument tous. Ce n'est pas juste une histoire de communauté. Un mot quand même là-dessus, parce qu'on a vu dans le reportage de Samia Dechir le témoignage de ce couple qui avait dû déménager, puisqu'il avait été cambriolé chez lui, victime d'actes antisémites, mais il est resté en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français juifs, de Juifs de France qui quittent la France parce qu'ils ont peur? Alors, je puis vous donner un chiffre qui est un chiffre officiel, c'est celui de l'Agence juive pour Israël. 68 457 Français de confession juive ont fait leur alia en Israël depuis 2000. Une bonne moitié de ceux-là sont partis parce qu'ils avaient peur. Ceux qui ne sont pas partis en Israël, lorsqu'ils vivent dans des banlieues difficiles ou s'ils se sentent menacés, tentent de déménager s'ils en ont les moyens, s'ils ont une opportunité pour aller d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre, pour essayer de ne plus être menacés comme ils le sont. Un dernier indicateur, les enfants juifs qui étaient dans les écoles républicaines ont commencé à quitter
l'école républicaine dès 2004 parce que leurs parents se sont inquiétés de l'antisémitisme montant dans certains établissements scolaires. Et donc, ils ont placé leurs enfants, et donc ces élèves, dans des écoles confessionnelles, ce qui en réalité est terrible. Enfin, tout ça est terrible. Justement, on va parler de ces questions de l'école et de l'inquiétude, évidemment, à l'école dans le milieu enseignant et du débat et de la laïcité. À l'école, Mathias, il a été beaucoup question de ces sujets hier au Sénat lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Moins d'une semaine après l'assassinat de Dominique Bernard, les parlementaires de tous bords ont questionné les ministres concernés. La première d'entre eux, Elisabeth Borne, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ou encore celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur les répercussions, les causes, les réponses à apporter à cette menace de voir d'autres attentats survenir sur le territoire. Le locataire de Beauvau a expliqué que malgré le contexte au Sahel ou au Moyen-Orient, la principale inquiétude des services de renseignement ne provient pas de l'extérieur de nos frontières. La menace principale, vous le savez, c'est une menace endogène, une ubérisation, de ce mot, du terrorisme, qui attend la publication des caricatures, des soi-disant blasphèmes, des soi-disant difficultés qui toucheraient le monde particulier pour lequel ils seraient attachés dans leur fantasmagorie, des complots sur Internet qui peut-être permet de passer à l'acte. Gérald Darmanin a également souligné son bilan à l'intérieur depuis 5 ans pour signifier à quel point la menace terroriste est importante en France. On parle, Oriane, de 43 attentats déjoués, soit un toutes les 6 semaines, 1500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec l'apologie du terrorisme et 6500 personnes par an sous technique de renseignement. Est-ce que ces réponses ont convaincu les sénateurs ? Eh bien, pas tous. Vous le savez, certains font un lien clair entre terrorisme et immigration. Le cas ici d'Arras en est l'illustration. L'assassin de Dominique Bernard était en situation irrégulière, mais était protégé par le droit. Un droit que certains aimeraient voir changer rapidement. Monsieur le ministre, il ne faut pas se limiter à la surveillance. Il faut agir contre les ennemis de la République. À ceux qui n'aiment pas la France, qu'ils partent. Nous ne les retenons pas. Et surtout, nous ne devons pas les attirer. Ni en France, ni en Europe, car moi, la France, je l'aime. Un petit coup de main de Jean-François Rapin, sénateur LR du Pas-de-Calais, au ministre de l'Intérieur, qui, comme vous le savez, défendra sa loi immigration au Sénat à partir du 6 novembre prochain. Un Gérald Darmanin qui n'a pas hésité à rendre à son tour hommage aux membres de la commission des lois du Sénat en leur disant mot pour mot vos modifications du texte, je les fais miennes. Et au-delà de la menace terroriste, les sénateurs se sont inquiétés du climat que la situation peut faire régner dans certains établissements scolaires. Oui, Gabriel Attal est notamment revenu sur les plus de 350 incidents recensés dans les écoles lors de la minute de silence en hommage à l'enseignant. Et je continuerai à avoir une très grande fermeté sur le sujet en rappelant 2 règles élémentaires. Le souvenir de professeurs qui sont tombés pour l'école, on ne le piétine pas, on l'honore. Et l'autorité de l'école et de la République, on ne la conteste pas, on s'y soumet. Le ministre a par ailleurs précisé que des saisines du procureur de la République ont été faites pour chacun des cas pour engager des poursuites contre les élèves et que dans les cas les plus graves qui relèvent de l'apologie du terrorisme, des exclusions immédiates ont été ordonnées en attendant des procédures disciplinaires. Voilà, et on rappelle ce chiffre, au moins 357 perturbations, contestations pendant la minute d'hommage à Dominique Bernard lundi. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière ces chiffres, Marc Nobel ? Une montée de la radicalisation, une folie furieuse, l'instrumentalisation d'islamistes, le doute chez les enseignants, la peur même chez les enseignants. Ils sont lâchés. Ce n'est pas facile. Je suis un ancien professeur d'histoire, donc je peux le comprendre. Je peux comprendre ce désarroi. Mais le ministre a raison. Il faut être, pour ces questions, extrêmement ferme et ne pas tolérer ce désordre. Le désordre auquel nous assistons dans les écoles et qui peut conduire à cette folie, ce à quoi nous avons assisté il y a quelques jours, l'assassinat d'un professeur. Et l'on a dit, et je veux bien le croire, que l'agresseur, l'assassin, disait ne pas aimer la France, qu'il la détestait. Il a choisi un professeur au hasard, choisissant de le tuer sans raison aucune et cherchant par là même aussi à tuer un professeur d'histoire. C'est tout dire en vérité. Oui, justement, est-ce que c'est aussi tout dire sur les failles peut-être de l'école publique ? C'est effectivement un ancien élève qui a été éduqué en France, qui est arrivé en France très jeune, qui a fait toute sa scolarité dans notre pays et qui a tué un professeur. Est-ce que ça réveille les failles de l'école publique qu'il a éduquée ?
Je ne sais pas si on peut tout mettre sur le dos de l'école publique et des professeurs, parce que c'est un problème plus large que ça, ils en ont beaucoup sur leurs épaules. Après, le conflit palestinien, pour revenir dessus, est vu comme une métonymie par beaucoup d'élèves, c'est-à-dire que à force de victimisation de certains entrepreneurs à l'extérieur de l'école, et puis aussi d'une certaine frange de militants que j'appelle le woke, mais c'est un peu trop long à expliquer. Il y a une identification qui est faite à ces musulmans soi-disant ou voilà persécutés, assiégés dans les territoires occupés en Israël, et donc il y a une identification très forte qui est faite ici par ces élèves qui ne comprennent pas toujours la laïcité et qui ne comprennent pas et qui contestent les enseignements. C'est ce qu'on avait d'ailleurs montré dans notre premier livre. Beaucoup d'enseignements sont contestés, mais c'est pas juste la Shoah ou des enseignements d'histoire. C'est juste non, monsieur, la terre n'est pas ronde, elle est plate. Mais est-ce que ça renforce un peu plus le choc pour un enseignant de savoir que c'est un ancien élève qui a commis cet acte ? Alors moi, les enseignants avec qui j'ai parlé depuis la semaine dernière, puisqu'on a été évidemment très touchés par ce qui s'est passé encore vendredi. Lundi, c'était la commémoration des 3 ans de l'assassinat de Samuel Paty. Vous imaginez que l'émotion était grande. Les professeurs que je connais, qui sont retournés à l'école lundi matin, je peux vous le dire, l'ont fait la peur au ventre. Encore plus que d'habitude, mais ils le font trop souvent. Voilà. Alors c'est pas partout, c'est pas dans toutes les classes, évidemment, il faut raison garder. Mais certains professeurs qui vont enseigner dans certains lycées et dans certains quartiers le sont allés lundi matin, la peur au ventre, parce que, comme le disait mon co-auteur du premier livre, Samuel Paty, ça aurait pu être moi, ça peut être n'importe quel d'entre eux, et ils ont ce sentiment chevillé au corps. Jean-Pierre Sakoun, là-dessus, sur cette question de la laïcité à l'école. C'est une question tellement profonde qu'il faudrait une émission de plusieurs heures pour commencer à approcher de la réalité. Ce dont on se rend compte, c'est que la laïcité, qui est un projet politique, qui est le projet le plus profond que la France ait mis en place depuis le XVIe siècle, depuis les guerres de religion, qui ont marqué ce pays dans l'histoire, dans la longue durée de l'histoire, pour des siècles, que cette laïcité est la manière dont nous avons construit une société politique qui permet à tous les êtres humains qui vivent sur notre territoire d'être français du jour où ils arrivent sur ce territoire, à une condition: d'accepter une règle, la séparation des églises et de l'État, et d'accepter une autre règle, la liberté de conscience et la volonté d'émancipation, à chacun ensuite de choisir. Et donc l'école est le lieu de cette émancipation, de cette proposition d'émancipation. Et donc à ce titre, l'école est effectivement un sanctuaire qui, comme le disait Jean Zay dans ses circulaires des années 36-38, un sanctuaire qui doit être protégé de toutes les scories de la société et en particulier des habitudes familiales. Et cette laïcité, elle ne s'apprend pas comme une matière. C'est un peu comme l'absurdité des cours de culture générale. La culture générale, ça s'apprend pas, ça se construit. Et la laïcité, de la même façon, ça se construit. Ça se construit par l'instruction publique, c'est-à-dire la constitution progressive de savoir qui élève l'enfant, d'où son nom d'élève, qui l'institue, d'où le fameux nom des instituteurs que je préfère tellement à celui de professeur des écoles, et qui lui permettent de devenir un citoyen. Parce que nous vivons en plus dans un pays dans lequel nous avons fait un pari extraordinaire, c'est de pouvoir construire une société sans avoir une morale qui nous surplombe, qui vienne de la religion. À la différence des Lumières anglaises qui nous disaient il faut qu'il y ait une morale religieuse pour que les citoyens puissent être des citoyens, nous nous disons construisons ensemble cette morale, et c'est l'école qui le fait. Pas à travers des cours de laïcité, mais à travers l'instruction publique. Et l'éducation, il faudrait nous tourner vers les parents et leur rappeler que c'est eux qui en sont responsables et pas l'école. Et autre chose, une dernière chose avant excusez-moi de vous rendre la parole, il faut aussi que le pas de vaguisme, comme on dit avec de cette nouvelle expression, soit éradiqué des structures et des échelons intermédiaires de responsabilité de l'école. Si on en a le temps, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier au lycée Marie Curie à Sceaux.
Je vous redonne la parole, mais vous avez dit deux choses très importantes sur lesquelles on va revenir. D'abord, l'école, Marc Nobel, c'est un objectif stratégique pour les islamistes parce que l'école est là aussi pour contrecarrer justement l'idéologie qui tente d'inculquer, l'idéologie islamiste. Dans une revue d'Al-Qaïda, vous trouviez toutes les menaces possibles contre les écoles et notre système éducatif, car pour eux, cela constitue un danger. Voilà. Donc, ils ont passé leur temps, en tout cas dans le numéro que j'avais consulté, à menacer l'école française et les enseignants et à vouloir détruire cette école en tant que telle. Il faut donc résister, ne pas céder. Les valeurs que nous défendons sont des valeurs essentielles, celles de la laïcité, mais c'est d'au-delà la République que nous aimons, et on ne saurait transiger et accepter d'être menacé en tant que tel. Bien sûr, il dépend du pouvoir politique de prendre les mesures nécessaires et de la société de considérer les menaces en tant que telles et de bien les analyser. Et justement, ne pas céder, c'est la deuxième chose dont vous avez parlé, Jean-Pierre Sackoum, Karine Azopardi, le pas de vaguisme, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Sackoum. Est-ce que finalement, ce sont ces petits renoncements qui produisent le grand ? Oui, sans doute. Après, est-ce que... Là, il y a quand même eu des paroles très claires du ministre depuis juillet, août. On a vu avec Samuel Paty qu'il n'avait pas été soutenu par l'institution, voire par ses collègues. Oui. On a perdu un an. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est visé à travers l'école, et vous le rappeliez très justement dans les communications d'Al-Qaïda et puis plus largement dans les publications de l'islam politique qu'on peut observer, c'est que l'école est visée parce qu'elle est le symbole de l'État, d'une part, hein, et d'autre part parce qu'elle est le lieu d'émancipation où on apprend aux élèves un esprit critique. Et c'est un esprit critique qui va frontalement contre le dogme et les croyances. À l'école, on opère une déliaison entre l'extérieur et le sanctuaire que doit être l'école et le savoir. Et le savoir est parfois en concurrence directe avec les croyances. Quand on a des parents d'élèves ou des élèves qui disent « Monsieur, ma religion est au-dessus de votre République », ça veut tout dire. Et donc, évidemment que la fermeté, c'est un minimum. Juste, je voulais faire réagir Karine Azopardi et Marc Nobel. Je vous redonne la parole, Jean-Pierre Sackoum, pour nous raconter rapidement ce qui s'est passé à Sceaux, ce dont vous nous parliez. Ce qui s'est passé à Sceaux, il y avait une exposition sur l'histoire du lycée Marie Curie pendant la Deuxième Guerre mondiale qui faisait apparaître l'héroïsme d'un certain nombre d'enseignants, dont une enseignante juive. Eh bien, le proviseur a décidé de retirer cette exposition des grilles du lycée de peur que cette exposition n'excite l'esprit malade des antisémites islamistes qui voudraient s'attaquer ainsi au lycée. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle le simple fait de mentionner l'existence et l'action de Français juifs, même si c'est une action héroïque, entraîne censure de la part et on doit l'appeler censure, de la part des échelons intermédiaires de direction de l'éducation nationale. Et d'une certaine manière, je comprends le proviseur, parce que s'il ne le fait pas, et qu'il y a un incident, il se trouvera toujours dans la hiérarchie un inspecteur pour le lui reprocher et mal le noter. Et le ministre, et avant lui Jean-Michel Blanquer, ne pensons plus à la triste période intermédiaire entre ces deux ministres, prend aujourd'hui des décisions, les affirme, mais son travail sera de faire passer dans un ministère qui en 40 ans est passé de la défense de la laïcité et de l'affirmation de la laïcité à une forme de communautarisme rampant, je le dis, de faire passer ses idées. Ça a mis 40 ans pour aller dans un sens, il faudra probablement une génération pour y arriver, mais là, pour le coup, comme le disait tout à l'heure le général dans votre émission précédente, la continuité de l'État doit absolument s'affirmer pour que cet effort soit constant vers un retour de la laïcité à tous les échelons du ministère.
Et il y a eu trop d'oscillations politiques ces dernières années là-dessus pour que la lutte soit efficace, Karina Zopardi? Eh bien, surtout, je pense que les personnels de l'éducation nationale étaient en attente d'une ligne claire. Juste une anecdote, il y a eu dans un lycée un proviseur ou un proviseur adjoint, je ne me souviens plus, qui l'an dernier laissait passer les abayas, etc. À partir du moment où il y a eu une ligne claire du ministère début septembre, il n'a plus rien laissé passer. Il avait besoin d'être soutenu et la hiérarchie a besoin d'être soutenue et les profs ont besoin d'être soutenus par leur hiérarchie. Il faut qu'il y ait une ligne claire. C'est ce qu'il me semble, on va dans cette direction, c'est le minimum. Ouais, un dernier mot, Marc Nobel. On va vers une ligne claire et est-ce que pour mener cette bataille, il faut une unité nationale sur le sujet et est-ce qu'elle est possible aujourd'hui? J'avais publié en 2001 dans Libération un article que voici. Trop de silence face à la flambée antisémite. Et dans le chapeau, j'avais écrit « Les pouvoirs publics font preuve de mollesse devant les agressions anti-juives qui se multiplient depuis un an, c'est-à-dire depuis 2000. Octobre 2000, novembre 2001. Tout renoncement, c'est abandonner les valeurs de la République. C'est, excusez-moi l'expression, mais baisser la culotte, en fait. C'est inacceptable. Nous gagnerons. Il faut gagner. Nous gagnerons pour défendre notre République et les valeurs de la République. Et cela passe par une certaine fermeté. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau pour parler évidemment de ce sujet essentiel. Si vous voulez bien rester avec nous quelques instants, on va regarder ce qu'il y a à la une de la presse régionale. Et Mathias, c'est la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza et ses conséquences qui sont à la une de plusieurs de nos quotidiens régionaux. Le tir qui indigne et change la donne, s'interroge le Dauphiné Libéré. 2 jours après l'attaque qui pourrait avoir coûté la vie à plusieurs centaines de Gazaouis, différents journaux soulèvent les questions et retiennent la colère provoquée par cet événement. C'est le cas des dernières nouvelles d'Alsace qui évoquent un possible tournant dans la guerre, car comme on peut le voir à la une du Républicain lorrain, des milliers de personnes ont manifesté à travers le monde arabe contre l'État hébreu et ses alliés, notamment la France. Jusqu'alors, on le rappelle, autorités palestiniennes et Israël se renvoient mutuellement la responsabilité du drame. Les répercussions de l'attentat d'Arras également à la une. Et la difficulté d'appliquer un plan Vigipirate strict à l'école, c'est le dossier du Télégramme, Oriane, qui revient sur l'incapacité de certains établissements à mettre en œuvre toutes les mesures imposées par le niveau le plus élevé du plan Vigipirate, contrôle visuel des sacs, stationnement aux abords des écoles. Les délégués syndicaux bretons qui témoignent s'inquiètent notamment sur les moyens, car je cite, quand on a 1000 élèves à accueillir entre 7h50 et 8h, c'est tout bonnement inapplicable. Autre inquiétude liée toujours au sujet d'Arras, ce sont les fichiers S. La situation irrégulière du terroriste d'Arras relance le débat sur l'expulsion systématique des fichiers S étrangers et sur l'état de la menace dans notre pays. Midi Libre fait un focus sur la situation en Occitanie où vivent plusieurs centaines de fichiers S. Le journal montpelliérain détaille les méthodes de surveillance de ces individus et donne la parole à François-Xavier Loche, préfet de l'Hérault, 4e département, le plus confronté au phénomène de radicalisation dans le Grand Sud. On passe à un autre sujet, on parle également immobilier ce matin. Oui, je voulais vous montrer ces 2 unes. La première, celle de la Voix du Nord avec son titre « L'immobilier Alcafar » et la seconde, celle de la Marseillaise qui met en exergue un chiffre de la Fondation Abbé Pierre, 200 000 personnes en attente de logements sociaux dans la seule région PACA. D'un côté, la Voix du Nord revient sur les difficultés que rencontrent acheteurs et vendeurs, et de l'autre, eh bien, la réalité du mal logement, la pénurie du logement social et les fractures sociales qui en découlent. En 5 secondes, Air France qui quitte Orly. Oui, la compagnie aérienne Tricolore regroupera, excepté l'accord, ses opérations à Roissy-Charles de Gaulle. Et c'est donc la fin de la navette Air France avec ses 16 vols quotidiens entre Paris et Toulouse. Merci Mathias, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Sakoun d'avoir été avec nous à distance. Merci Marc Nobel d'être venu et merci Karina Zopardi. Merci. On remonte vos 2 livres, Ces petits renoncements qui tuent et quand la peur gouverne tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain.